On a employé plusieurs fois le terme génération là, et j'aimerais bien me tourner vers Fausto Colombo parce qu'il a beaucoup travaillé sur le rapport entre génération et médias. Et qu'est-ce que tu... On va se tutoyer, on a l'habitude de se tutoyer. Hein. Qu'est-ce que tu penses finalement de cet usage du terme génération? Est-ce qu'il s'agit de génération? Qu'est-ce qu'il en est à ton avis? Mais dans le marketing, nous savons que la notion de génération est utilisée d'une façon un peu déterministique. Hein. Alors, une génération est caractérisée par l'usage d'une technologie. Digital net est la typique définition déterministique. Non? Ou Internet Generation est comme ça. Mais une génération... qu'est-ce que nous pouvons dire? Une génération ne naît pas comme génération. Elle devient une génération. Et tu as travaillé sur la génération de ceux qui n'ont pas fait 68. Oui, sur ma génération. Tu as fait un livre formidable pour ceux qui lisent l'italien. Et c'est intéressant parce que quand j'ai créé mon blog et je mettais mon profil sur Facebook, nous avons créé une vraie communauté de personnes de ma génération. Parce que entre les amis et les connaissances et comme ça qui utilisaient ces médias-là, on a décidé que c'était une occasion pour parler de notre génération. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus important pour une génération être, par exemple, active. Politiquement, socialement active, qu'être utilisatrice d'un média ou de l'autre. Ce que je veux dire est que nous devons penser à la relation entre une génération et l'autre. Par exemple, mes fils sont des innovateurs, classiques innovateurs. Ils utilisent les nouveaux médias, ils sont des digital natives. Mais ils vivent dans une famille où les parents sont d'une génération active et innovatrice. Et alors, ils sont facilités dans l'idée qu'ils doivent être des innovateurs. Mais ce n'est pas seulement une question de génération, c'est aussi une question de classe, de culture, et comme ça. Alors, la vraie question est la complexité. Et l'autre question est que quand nous lions les générations aux médias, aux nouveaux médias, nous faisons quelque chose de drôle, parce que si nous prenons au convers les médias et l'utilisation des médias, nous pouvons trouver un usage intergénérationnel. Seulement, la représentation statistique est différente. Tu trouveras plus de jeunes et moins d'anciens. Mais tu peux trouver différentes générations en utilisant les médias, les nouveaux médias et le digital. Et comme ça, l'autre question est comment les différentes générations partagent les médias digitaux. Par exemple, j'ai trouvé un objet très intéressant. Un homme de 35-40 ans qui avait un Sony Walkman, qui avait pris son iPod et l'avait intégré dans le Walkman. Il voulait garder son Walkman. Oui. Il voulait garder l'image de sa propre technologie en intégrant, et c'est très intéressant. Ça va avec une enquête qui a été menée ici au GRIPIC il y a bientôt une dizaine d'années, maintenant, enfin 7-8 ans, sur les usages du téléphone mobile. À l'époque où le téléphone mobile se répandait en France, moins vite que le telefonino en Italie, mais quand même assez vite. Et il n'était pas encore aussi banalisé qu'il l'est maintenant. Et on observait que les gens ne jetaient jamais leur téléphone quand ils en changeaient, mais ils le conservaient. Alors ça a changé depuis, mais il y a cette rémanence qui est importante. Mais malgré tout, dans les études que tu as faites, tu montres aussi que la notion, sinon peut-être pas de génération médiatique, mais d'apprentissage médiatique est importante, c'est-à-dire que nous n'avons pas la même relation aux médias parce que nous ne sommes pas entrés dans l'univers des médias de la même façon. Oui, c'est ça. C'est ça, et la chose devient très intéressante quand les adultes
doivent se ramener, c'est Oui. juste, de son passé. Se rappeler De son passé. Et alors, est évident qu'il rappelle l'usage des médias, de ces médias, oui. et avec nostalgie, comme construction d'identité. Et là, la différence est plus forte que dans l'usage réel. C'est comme un grand écrivain italien, Pier Paolo Pasolini, a écrit une fois de l'expérience de la nature. Quand tu as visité, quand tu as expériencé de la nature d'une certaine façon, et cette nature-là n'est plus là, l'arbre n'est plus là, et le fleuve n'est plus le même, tu ne peux plus partager avec les jeunes. Oui, oui. Et c'est là la nostalgie, et c'est là la différence. Mais il y a de la nostalgie au présent ou même au futur. J'ai eu un échange assez fascinant avec une étudiante ici la semaine dernière où je parlais de la montée du... Moi, je suis assez fasciné par l'hégémonie de fait de Facebook en ce moment. Et donc, je discutais avec eux de la façon dont on analyse l'usage et qu'on a affaire à un phénomène tout à fait nouveau, la cristallisation des pratiques autour d'un outil marque qui prend une position hégémonique. Et je disais, bon, après, ça changera, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et cet étudiant m'a dit, non, ça ne changera pas. Dans 15 ans, ce sera toujours Facebook, il aura changé. Donc, elle a une sorte de nostalgie à l'avance, en fait, de cet objet dont j'aurais tendance à penser que, comme les autres, sans doute, à un moment, il sera bousculé par d'autres évolutions de marché. Mais justement, parce que je crois qu'elle a raison de dire ça, parce que c'est pas Facebook qui décide de son destin. Facebook est d'abord entre les mains de ceux qui font Facebook. C'est ça aussi qui est un trait majeur. Et c'est une question que je voulais vous poser, Catherine. Dans le cas du Louvre, ce qui est passionnant, c'est que le travail consiste à se dire comment faire venir les jeunes au Louvre. Et c'est un boulot, un vrai boulot. La question qui est peut-être posée avec moins d'acuité aujourd'hui, c'est comment faire venir le Louvre aux jeunes. C'est-à-dire qu'on a une génération, encore une fois, qui est imprégnée d'écrans, qui est en agilité permanente entre des écrans divers, qui a pour valeur cardinale l'accessibilité, l'ubiquité, l'instantanéité et la gratuité. Ne pas oublier la gratuité. Donc, apparente. Oui, apparente, mais en tout cas, d'un point de vue mental, presque cognitif, leur rapport à l'art n'est pas un rapport de refus ou un rapport d'ignorance. Simplement, c'est un rapport de mode de consommation. C'est l'ensemble de leur système attitudinal, comme on dit en marketing, et comportemental qui est différent. Donc la question pour les médias comme pour les institutions artistiques, enfin, ou les musées, c'est comment je vais à eux. Ça, c'est pas simple. Et demain pour l'université d'ailleurs. Aujourd'hui. Sur ce point-là, il y a un atypisme du Louvre malgré tout. C'est que quand on fait des enquêtes et qu'on pose la question sur la manière de venir auprès des publics, la réponse c'est souvent non. Vous ne devez pas bouger, vous ne devez pas changer, parce que c'est le Louvre. C'est peut-être moins vrai d'autres musées. Donc on a cette particularité qui est que à la fois le Louvre doit changer. Son Louvre doit être un objet qu'on peut s'approprier à l'envi. Et en même temps, on voudrait qu'il reste archétypal et cardinal, en fait. Donc, c'est une ambiguïté qu'on a à gérer en permanence. Et au fond, ce que les jeunes, mais je dirais jusqu'à 35 ans à peu près, attendent, c'est de pouvoir se fabriquer un lieu unique et personnel, recréer de l'intimisation dans un lieu qui est envahi en permanence et qui est plutôt possédé désormais par un public international, par le grand tourisme international. Donc il y a un besoin de réappropriation. Donc on est sur des logiques qui sortent un petit peu de la modalité. Quand on regarde ce qui se passe sur Internet avec le musée du Louvre, on est sur des usages extrêmement traditionnels.
En revanche, venir voir un spectacle de danse au Louvre, venir boire un verre au Louvre avant d'aller au ciné et regarder une conférence, ça marche. Donc c'est au fond, voilà, il faut qu'on trouve les manières, et on a d'ailleurs un gros projet autour de ça qui est de faire en sorte que la pyramide, notamment, redevienne une agora, un lieu de vie parisien du 1er arrondissement de Paris, de manière assez simple, au fond, assez presque provinciale, j'aurais presque envie de dire. Oui, Antoine. Pour revenir sur ce qui a été dit, sur la logique de ciblage au niveau marketing, moi je pense que pour les 15-34 ans, qui est la cible télévisuelle, je crois que c'est à peu près comme les ménagères. J'ai essayé en venant ici de tomber sur une ménagère et j'ai pas vraiment réussi à en trouver une. Donc je pense que là aussi, il faut tordre un peu l'idée que voilà, effectivement, la lame de fond, qui n'est pas un mirage mais une réalité, c'est bien ces 13 millions de 16-32 ans que j'évoquais tout à l'heure. Après, pour revenir sur deux approches, il est clair que pour des chaînes comme M6, on est vraiment dans une logique de ciblage d'un cœur de cible qui sont les 15-34 ans. C'est un peu moins le cas pour TF1. Et derrière, toute l'intelligence d'M6, c'est d'être en mesure, en ciblant ce cœur de cible des 15-34 ans, de réunir des cibles élargies beaucoup plus importantes, la fameuse ménagère, en tous les cas pour les études publicitaires et statistiques, et ce qu'on pourrait appeler à France Télévisions, qu'on appelle un petit peu plus les 25-49 ans. Quand on voit le succès, qui est un peu moins vrai cette année, mais de concepts comme X Factor ou Le Dîner Presque Parfait, toutes ces émissions, effectivement, X Factor ou Nouvelle Star cartonnent sur le cœur de cible qui était les 15-34 ans. L'émission en prime est suffisamment et tellement bien faite parce que c'est un format international qui a été éprouvé à l'international, qui fait qu'effectivement, les scores remportés sur toutes les cibles d'M6 vont être beaucoup plus importants. Je dirais que l'approche du service public, naturellement, elle ne doit pas s'inspirer de ça. La première chose, c'est que si on écoute les concurrents privés, moi, il y en a déjà qui me l'ont sorti, des gens du groupe, je ne les citerai pas, me disant, mais attendez, le service public, et je pense qu'on va être d'accord, y compris en télévision, ne doit aller que là où le privé ne va pas. Donc à partir du moment où les jeunes vont massivement voir les nouvelles chaînes de la TNT et regardent pas mal TF1 M6, il n'y a aucune légitimité de service public pour France Télévisions et d'Arte que d'aller les cibler, puisque nous, on est fait pour faire la sécurité routière, les campagnes officielles des soirées électorales avec Gérard Givardi, place de la République, et puis éventuellement la messe, parce qu'on est un pays œcuménique, mais quand même républicain. Donc voilà, donc il est vrai que nous, il y a certains dans le paysage audiovisuel et politique qui voudraient qu'on n'aille pas cibler les jeunes. Donc nous, si on cible les jeunes, on ne va pas du tout les cibler de la même manière. Nous, c'est pas un problème d'audience. Vous pourriez faire l'audience avec les vieux. Oui, parce qu'il se trouve qu'ils sont pas mal quand même, qu'ils sont en augmentation, d'où le débat sur les retraites, qu'une chaîne comme France 3 sur les seniors, elle est plutôt bien positionnée. Les seniors, mais il est nécessaire... Il y a des jeunes, mais il n'y a pas de vieux. Il est nécessaire pour France Télévisions que d'aller s'adresser, non pas aux 15-34 ans, mais aux jeunes citoyens. Et je dirais que nous, notre approche, elle est beaucoup moins ciblée. C'est-à-dire que, à part créer, par exemple, le week-end, une émission plus typée pour un cœur de cible jeune, parce qu'il est nécessaire qu'on aille parler de leur culture, qu'on aille parler de ce qu'ils font, et qu'il faut qu'il y ait une résonance sur Internet, je dirais que nous, notre approche, elle est beaucoup plus dans une logique de rajeunissement global de l'audience de France Télévisions, parce qu'aujourd'hui, elle est relativement élevée. Elle est plus de 50, elle est globalement de 55 ans sur une chaîne comme France 2. Et l'objectif de Rémi Fimelin, notre président, est de ramener cette audience moyenne de France 2 dans son âge à globalement 45 ans. Ce qui en soi est quelque chose qui est un vrai pari. Donc vous devez faire des émissions spécifiques pour les jeunes, bien entendu, mais sur les autres émissions de débat, les émissions de prime time, vous devez être amené à utiliser des nouvelles écritures. Le CELSA, d'ailleurs, est souvent intégré dans des réflexions et des groupes projets en la matière. C'est-à-dire que quand on fait en prime time Une semaine sans les femmes, qui a été le premier format de télé-réalité sur les antennes de France Télévisions, il est certain que, vous avez dû en entendre parler parce qu'on a fait beaucoup de communication là-dessus, globalement, un village français pendant une semaine sans les femmes, on analyse de façon non enfermante, non excluante, donc c'est plus de la télé-réalité que de la télé du réel que de la télé-réalité. Le fait est qu'on ne le fait pas pour cibler
les 15-34 ans ou les ménagères. Mais le fait est que par rapport à l'âge moyen de l'audience de France 2, on a cartonné. C'est-à-dire que les jeunes et les femmes sont venus nous voir, ce qui correspond à notre objectif stratégique. Donc nous, on est plus dans une logique de transgénérationnel, de dialogue, on s'adresse aux citoyens et on fait évoluer les écritures, mais tout en ayant une vision qui est l'universalité. C'est-à-dire qu'on doit cibler tous les publics. Et le dernier point, et en tant que responsable d'une émission politique, je pense qu'on doit veiller à la représentativité, à la représentation des jeunes générations. On a un jeune à la table. Là. Dans les émissions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les émissions de débat ne doivent pas se résumer à parfois trop d'hommes, sans beaucoup de femmes, parfois beaucoup d'hommes de plus de 50 ans, sans trop de femmes. Et les jeunes, c'est pour parler d'une manifestation. Parce que l'UNEF a dit qu'il fallait manifester contre les réformes. Donc il faut veiller à ne pas effectivement traiter la jeunesse sous un angle stéréotypé, ce qui est peut-être parfois un réflexe journalistique, j'imagine qu'on en débat au CELSA. Et deuxièmement, il faut veiller à se dire, et moi je le dis souvent, que dans des émissions de débat, il y a des experts mais qui se trouvent, un, ont des idées, et deux, ont des choses à dire, et trois, ils peuvent être jeunes de temps en temps, et parfois ça peut être aussi des femmes. Donc ça, je crois que c'est un vrai travail qu'il faut avoir sur la représentation. La diversité, elle ne se résume pas à black, blanc, beurre, elle se résume aussi à l'intérieur de cet axiome à plus de jeunes.